Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que nous allons pouvoir effectivement vous présenter ces dernières nouveautés légales pour 2020 et 2021 dans de bonnes conditions. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette présentation soit par l'intermédiaire de votre ordinateur, s'il est doté d'outils d'écoute, soit par votre téléphone au 09 74 19 19 84 avec le code session 49 42 60 dièse. On va se donner une petite minute. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Je ne sais pas comment mettre sur deux écoutes. Je ne sais même pas comment il faut faire. Venez m'aider. Qu'est-ce que t'as fait? To mute, the lecture mode is on. Voilà, je pense que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parfait, c'est parfait. Donc, on se donne encore quelques secondes pour commencer cette présentation. Voilà, eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons effectivement passer un petit moment ensemble pour voir toutes ces évolutions légales en paye pour 2021, avec aussi quelques rappels, bien sûr, pour cette fin d'année. Et on va donc vous présenter dans cette matinée un premier point sur la roadmap des éditeurs, que vous soyez avec du Cegid ou de la SedgePay. On va vous expliquer un petit peu ce qui est en place et ce qui va être prêt pour 2021. On va faire ensuite un deuxième point sur les contrôles et les traitements de fin d'année, puisqu'il y a tous les ans effectivement des contrôles à effectuer. Cette année étant un peu particulière avec cette crise sanitaire, il y a des contrôles plus fins à vérifier. Et puis, il y a quelques cas spécifiques liés à cette fin d'année que je vous évoquerai. Et ensuite, nous aborderons les nouveautés légales 2021. C'est le gros de cette présentation, donc avec un point sur l'activité partielle, sur ce que l'on connaît à ce jour, sur la fameuse déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, puisque c'est une grosse nouveauté cette année, puisqu'elle passe désormais par la DSN, les nouveaux dispositifs d'échange de données qui sont intégrés dans la norme de 2021. On abordera ensuite les modifications qui sont sur la DSN mensuelle de 2021, donc à la norme 2021. Et un petit rappel sur la BDES et l'égalité femmes-hommes, puisque cet index doit toujours être produit avant le 1er mars de chaque année. On finira par quelques infos que je souhaite partager avec vous, qui sont connues ou qui sont quasiment connues à ce jour pour notamment les valeurs sociales. Commençons tout de suite et abordons la roadmap des éditeurs, que vous soyez donc avec du Cegid Sprint Y2 ou du SedgePay. Les éditeurs sont prêts aujourd'hui pour à la fois cette fin d'année et surtout pour la nouvelle norme de 2021. Si vous êtes donc avec le logiciel Cegid, donc le produit Sprint Y2, il y a des mises à jour régulières tous les mois désormais, autour du 16 du mois. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de passer le cap de la déclaration du 15 au niveau des SN. Et nous avons eu donc sur les 2 derniers mois une mise à jour le 16 octobre, une mise à jour effectivement le 16 novembre, et la prochaine mise à jour est attendue autour du 16 décembre avec quelques évolutions à la fois fonctionnelles et puis quelques corrections au niveau du produit. Il est important de bien comprendre que ces mises à jour sont cumulatives. Donc ça veut dire que si vous devez effectivement faire des mises à jour, il faut les faire dans l'ordre de faire celle d'octobre, de novembre, puis de décembre, si jamais vous n'aviez pas fait les mises à jour en temps utile.
Elles sont effectivement très faciles à faire si vous êtes effectivement en mode SaaS. Elles sont effectivement à télécharger et à installer si vous êtes en mode on-premise. Un point important, c'est que Cegid est déjà prêt effectivement pour cette partie de la norme DSN 2021. Tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à activer, j'allais dire, les nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes côté Sage, vous avez donc eu une version majeure qui est la version V3 qui est sortie donc le 9 juin. Certains d'entre vous n'ont pas forcément installé cette version parce qu'elle n'était pas une obligation à l'instant T. Mais sachez effectivement que cette version, il faudra de toute façon l'installer avant d'installer la 3.10 qui est arrivée il y a quelques jours. Cette version majeure, donc la version 3, intègre beaucoup de points et de nouveautés. La principale nouveauté, c'était la gestion de l'indemnisation des arrêts et du maintien, qui était la grosse nouveauté effectivement dans le produit, pour ceux qui travaillent en précompte, c'est-à-dire qui font l'indemnisation au moment même de l'arrêt. Cette version, attention, elle nécessite des préco-techniques un petit peu plus fortes que celles qu'on avait avant. On ne peut désormais l'installer que sur soit une machine qui est avec un OS Server 2012 R2 minimum ou un OS Windows 10 Pro. C'est les versions donc actuellement disponibles, on va dire, au minimum que l'on peut avoir sur les équipements. Et bien sûr, elle ne fonctionne que sur du SQL 2012 ou supérieur si vous aviez du 2012 qui est fourni par Sage en runtime, ou supérieur si vous avez au sein de votre entreprise un MS SQL supérieur. Vous avez, depuis le 19 novembre, une version mineure, mais qui est obligatoire pour pouvoir effectivement mettre en route la DSN de 2021. Cette version mineure obligatoire, c'est la 3.10, et bien sûr, associé à cette 3.10, il y a le module DS en version 11.10, qui contient essentiellement deux points importants. C'est sur la partie légale, où nous avons effectivement, bien sûr, la mise à jour de la norme DSN complète. Donc là, c'est bien par rapport au dernier cahier des charges qui est fourni. Et vous avez dans cette partie légale aussi l'import des taux AT. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Vous avez aussi sur cette version quelques évolutions fonctionnelles, qui sont effectivement des évolutions classiques dans le produit. Vous avez les principales améliorations fonctionnelles, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai simplement résumé les quelques éléments importants dans cette version de 3.10. Si vous êtes sur une paye hébergée, donc ce qu'on appelle une paye online ou hébergée, la mise à jour sera automatique le 14 décembre. Donc dans quelques jours, automatiquement, votre paye hébergée sera au même niveau que la paye classique 3.10 qui est en on-premise. Et enfin, nous aurons autour du 12 janvier, la date est à ce jour confirmée, la parution du nouveau plan de paye Sage qui contiendra essentiellement deux informations majeures, les nouvelles valeurs sociales de 2021, celles qui seront donc connues, tout ce qui concerne les taux, tout ce qui concerne bien sûr le plafond, le SMIC, etc. Et nous aurons aussi les dernières règles à appliquer sur 2021, et je pense notamment effectivement à la partie activité partielle. On va en reparler juste après. Côté Sage, il n'est pas prévu de nouvelle version avant le mois d'avril-mai, qui sera donc la version V4, puisqu'il n'y a pas d'évolution prévue à ce niveau-là. On a déjà dans la version 3.10 qui est déjà disponible tous les éléments. Cette version, pour l'avoir testée depuis pas mal de semaines, elle est stable, elle est complète. Donc vous pouvez l'installer, on peut l'installer pour vous si vous le souhaitez, sans aucun problème. Deuxième grand point que je voulais évoquer ce matin, ce sont les contrôles et les traitements de fin d'année 2020. Il y a quelques points, effectivement, que je voulais revoir avec vous. Cette fin d'année, puisque cette année a été très riche en rebondissements, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup, effectivement, de textes, beaucoup d'indications qu'on nous a données au fil de l'eau. Vous savez qu'effectivement, qu'avec cette crise sanitaire, ça n'a pas été facile tous les jours. Donc, il y a quelques points de vigilance que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, ça concerne la rémunération nette fiscale que vous déclarez en tant qu'employeur. Elle est importante puisqu'effectivement, elle alimente en automatique la déclaration d'impôt que reçoivent maintenant de manière dématérialisée tous les salariés. Donc, il est important que vous puissiez, au moins par sondage, vérifier que cette rémunération nette fiscale correspond bien à ce que vous avez effectivement déclaré au fil de l'eau.
et éventuellement la corriger si besoin était. Le deuxième point concerne les heures supplémentaires exonérées, puisque cette année, il y a eu effectivement, pour certaines entreprises, la possibilité de pouvoir effectivement gérer ces heures supplémentaires exonérées. Là aussi, faites par sondage un contrôle, effectivement, pour bien vérifier que les montants sont bons. Je vous en parlerai tout à l'heure au niveau, effectivement, de ce que l'on a sur la DSN 2021. Le calcul des cotisations prévoyance et mutuelles. Pourquoi je vous incite à faire un contrôle là-dessus? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des informations contradictoires au moment de l'activité partielle et que certaines prévoyances ou certaines mutuelles ont voulu inclure ou ne pas inclure effectivement tout ou partie effectivement de l'activité partielle dans la base de calcul de leur cotisation prévoyance. Donc là aussi, s'il y a des corrections à faire sur le dernier mois, profitez de ce mois de décembre pour pouvoir faire effectivement le calcul correct de votre cotisation prévoyance et ou mutuelle. Autre point, bien sûr, comme tous les ans, c'est de déclarer effectivement les ajustements fiscaux par établissement, donc tout ce qui concerne effort construction, taxes sur les salaires, apprentissage, formation professionnelle. Sur la dernière déclaration de l'année, il faut bien sûr vérifier que ce que vous avez à déclarer figure bien dans cette DSN. Un petit rappel aussi concernant la date de paiement des salaires, celle qui est indiquée sur vos bulletins. Elle est importante puisque si vous avez une date qui est inférieure ou égale au 31 décembre, on impute bien sûr le revenu fiscal sur l'année de 2020. Par contre, si vous avez une date de paiement qui dépasse cette date du 31 décembre, donc qui est égale ou supérieure au 1er janvier 2021, on impute automatiquement, l'administration impute automatiquement le revenu fiscal de ce mois-là sur 2021. Donc c'est le cas effectivement qu'on utilise pour le décalage fiscal. Il y a quelques entreprises qui pratiquent encore le décalage fiscal, mais attention, prudence, si vous êtes une entreprise qui n'avait pas de décalage fiscal, il faut absolument que la date de paiement inscrite sur vos bulletins de paye soit bien au maximum au 31/12 de 2020. Une petite erreur pourrait provoquer un passage en décalage fiscal. Donc, je vous conseille de bien vérifier la date de paiement des salaires sur ce dernier mois de l'année. Et enfin, petit contrôle à vérifier aussi. Certaines entreprises n'ont pas vu passer cette information, mais la fameuse taxe CDDU, qui est la taxe qui était de 10 € pour les contrats à durée déterminée d'usage, est supprimée depuis le 1er juillet, ce qui n'a pas été une mauvaise affaire, entre guillemets, mais il faut effectivement bien vérifier que vous n'auriez pas payé par excès cette taxe éventuellement et de faire des corrections éventuellement auprès de l'URSSAF si besoin était. Voilà pour ces rappels sur des contrôles à effectuer. Je voulais évoquer avec vous quelques cas spécifiques, au moins deux, qui est surtout le premier important, le calcul de l'EMA. L'EMA, c'est l'effectif moyen annuel. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument bien connaître, c'est que depuis le 1er janvier 2020, c'est l'URSSAF qui calcule l'effectif moyen annuel. Autrefois, vous deviez déclarer cet effectif moyen annuel à travers la DSN, celle de décembre. Aujourd'hui, c'est fini. Cette notion d'effectif moyen annuel, vous n'avez plus ni à le calculer ni à le déclarer. C'est l'URSSAF qui le fait automatiquement. Et elle le fait automatiquement à partir des 12 déclarations DSN mensuelles que vous avez faites. Donc, il y a tout un calcul que fait l'URSSAF. En fin de compte, elle en fait même 4. Elle fait un calcul de l'EMA et elle fait aussi 3 autres calculs pour ce qu'on appelle les effectifs liés à la DOTH. Donc, c'est important de savoir que c'est bien aujourd'hui l'URSSAF qui calcule cet effectif moyen annuel avec des règles bien précises. Si vous souhaitez effectivement connaître ces règles et connaître tout le détail du calcul, vous avez sur le site de l'URSSAF effectivement tout ce détail qui est expliqué, savoir comment c'est calculé. Grosso modo, on compte pour tous les salariés qui sont effectivement soit à temps plein, soit en forfait. On compte pour le temps du contrat, le temps partiel de contrat, tous les employés qui sont en temps partiel. Et on proratise aussi cet effectif en fonction des entrées-sorties. Donc, c'est un calcul mathématique tout classique qui se fait mois par mois et sur lequel ensuite on fait une moyenne annuelle. Donc, attention à ça.
c'est un point de vigilance important. Vous n'avez plus à déclarer d'effectifs moyens. C'est, en fait de compte, l'URSSAF qui va effectivement le calculer et qui va vous le communiquer, puisqu'il va de toute façon vous indiquer cela, notamment pour la fameuse déclaration handicapée dont je vais parler juste après. Puisque l'on parle de cette fameuse déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, vous avez effectivement depuis le janvier 2020, normalement vous l'avez mis en place, il faut le vérifier, mais il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas fait, soit sur Cegid dans l'onglet DSN du contrat de travail, soit sur Sedge sur l'onglet administratif et sur le statut BOTH, vous avez dû déclarer le statut, effectivement, de travailleurs handicapés pour ceux qui étaient concernés dans votre entreprise. En 2021, la déclaration DETH pour donc les entreprises de plus de 20 salariés se fera sur l'établissement, sur un seul établissement de l'entreprise, notamment généralement l'établissement principal, et vous ferez à travers aussi la DSN le paiement de la contribution si vous ne respectez pas, bien sûr, cette obligation d'emploi. Toute la mécanique de déclaration DOTH, on va le voir juste après, se fait effectivement désormais sur la DSN. Ce sera une grande première puisqu'on n'a jamais fait ça. Et cette année, c'est une année un peu charnière pour cette obligation, déclaration d'obligation d'emploi. Eh bien, puisque nous parlons effectivement déjà de 2021, on va essayer de dresser un petit peu toutes ces nouveautés légales les plus impactantes sur 2021. Ce n'est pas forcément exhaustif, parce qu'il y a plein de choses à voir, mais au moins, on va voir les principaux éléments que je voulais évoquer avec vous. Le premier, eh bien sûr, c'est l'activité partielle, puisque effectivement, cette activité partielle vous concerne toujours. Il y a toujours effectivement des entreprises qui ont au moins tout ou partie des salariés en activité partielle. Et aujourd'hui, ce qui est prévu par le gouvernement, c'est ceci. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2021, s'il n'y a pas d'autres nouveautés législatives, vous aurez une indemnisation salariée à hauteur de 60%, avec un plafond toujours de 60% de 4,5 fois le SMIC. Et vous aurez, normalement, s'il n'y a pas d'autres évolutions, une allocation à employeur, donc un remboursement employeur de 36% de cette activité partielle. 36% donc du taux horaire que vous indemnisez. Donc attention, il est très important de bien voir que, sauf si le gouvernement faisait des mesures particulières, à partir du 1er janvier, cette activité partielle dite de droit commun va changer et on changera, on sera obligé de modifier effectivement juste le calcul du taux horaire par donc ce taux de 60% et surtout votre allocation employeur que vous demandez auprès de l'ASP sera effectivement fortement diminuée puisqu'elle devrait passer à 36%. Si par contre votre entreprise a fait une demande d'APLD, c'est-à-dire d'activité partielle de longue durée, à partir donc effectivement du mois de juillet ou à partir du moment où vous rentrez en APLD, puisque c'est applicable depuis le 1er juillet de cette année, mais bien sûr les entreprises font des demandes au fil de l'eau, eh bien vous conservez pour l'employé un 70% de taux d'indemnisation, avec toujours 70% de plafond de 4,5 fois le SMIC, et l'allocation employeur pour cette APLD est à 60%. Donc 60% effectivement du taux horaire, toujours avec un plafond bien entendu. Donc il est important de savoir que si vous estimez que vous aurez de l'activité partielle encore pendant plusieurs mois éventuellement, il est plus préférable de passer sur de l'APLD, donc de l'activité partielle de longue durée. Certains secteurs ont passé des conventions et ont défini effectivement des contrats là-dessus. D'autres peuvent faire effectivement des demandes directes pour pouvoir effectivement passer sur la PLD. Attention, il faut quand même attendre janvier 2021 pour avoir toutes les règles officielles. Ce qui est indiqué aujourd'hui est assez encore à prendre avec beaucoup de prudence. Et on aura effectivement les textes définitifs réellement sur le début janvier. Donc début janvier, on pourra modifier effectivement les taux notamment pratiqués, mais ce que vous avez sur ce tableau-là résume la situation actuelle
telle qu'elle est connue. Deuxième nouveauté légale sur laquelle je reviens fortement, c'est cette fameuse déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. C'est une nouveauté puisque tout passe désormais par la DSN et nous allons faire cette année en live le premier traitement. Donc c'est une année vraiment de rodage pour tout le monde. Comment ça va se passer? Ça va se passer en deux temps. Avant le 31 janvier 2021, l'URSSAF va calculer et mettre à disposition des entreprises les fameux, effectivement, calculs d'effectifs. Donc, vous en avez 4 en tout. Vous aurez le calcul d'effectif moyen dont j'ai déjà parlé, plus un effectif d'assujettissement, un effectif de BOTEH employé par entreprise et un effectif des salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, ce qu'on appelle un ECAP. Donc, c'est bien l'URSSAF qui va vous communiquer, ou la MSA qui va vous communiquer effectivement ces effectifs. À partir de là, vous aurez aussi les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs qui vont vous envoyer aussi des informations, qui seront effectivement des informations lorsque vous avez recours à ces entreprises pour effectivement bénéficier effectivement de certaines dégrèvements par rapport effectivement au calcul de votre DOTH. Donc, avant le 31 janvier, que ce soit du côté des organismes, que ce soit des entreprises auxquelles vous faites appel, vous aurez la transmission des informations nécessaires pour pouvoir faire votre déclaration obligatoire. Cette déclaration obligatoire, elle concerne bien sûr tous les employeurs occupant 20 salariés ou plus au cours de l'année N, et vous ferez normalement tous les ans une déclaration sur la DSN de février de l'année N+1. Donc, vous aurez effectivement quelque chose qui est la situation de l'année N. Vous aurez les informations fournies par les entreprises et les caisses URSSAF MSA en janvier et vous ferez votre déclaration officielle sur le mois de février de l'année N+1. Vous aurez dans cette déclaration plusieurs éléments à renseigner. Tout ce que vous avez listé ici, c'est à renseigner effectivement dans la DSN. Si vous êtes bien sûr concerné, vous aurez dans la DSN tous ces segments déclaratifs qui servent en fin de compte à cette déclaration obligatoire. Vous aurez ce document dont vous pourrez revenir dessus et avoir l'ensemble des items qui sont effectivement donnés. Vous avez quand même une particularité. Cette année, nous ne respecterons pas la méthode de faire la déclaration sur février. Il y a une dérogation cette année pour cette première année de mise en œuvre. La déclaration sera faite sur la DSN de mai. Donc, il y a bien un décalage effectivement important. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y aura sûrement quelques petits ratés de démarrage, côté URSSAF ou côté entreprise qui doivent vous communiquer des informations. Et donc, au lieu de déclarer sur le mois de février, comme c'est normalement prévu dans les textes, eh bien, cette année est une année exceptionnelle. Donc, c'est sur la DSN du mois de mai que vous devrez effectivement faire figurer tous les éléments nécessaires pour cette fameuse DOTH. Attention donc, qu'il faut bien effectivement collecter toutes les informations qu'on vous demande pour pouvoir effectivement justifier de votre déclaration obligatoire et du paiement si vous avez effectivement une contribution financière. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous êtes donc bien sûr pénalisé. Et vous devrez donc effectivement calculer et payer votre contribution financière. La GFIP qui est derrière, qui est l'organisme qui est derrière, vous met à disposition un simulateur pour pouvoir effectivement, en fonction de tous les critères que vous avez, simuler cette contribution financière pour savoir ce que vous devrez payer, effectivement, si vous ne respectez pas, bien sûr, les conditions. Toute l'information que vous recevrez de la part des organismes devrait normalement descendre par les comptes rendus métiers et les bilans. Vous aurez donc normalement au niveau de l'URSSAF toutes ces informations-là qui vont redescendre par les comptes rendus métiers. Voilà pour cette partie de DOTH. Autre nouveauté légale importante, c'est les nouveaux dispositifs d'échange. Donc en 2021, nous avons 3 nouveaux dispositifs d'échange importants. Le premier, qui est tout à fait original, c'est la notification dématérialisée du taux AT
ou maladie professionnelle. Vous avez effectivement, normalement, si vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés, vous vous êtes inscrit sur Net Entreprise pour pouvoir bénéficier de ce service, c'est gratuit, mais vous recevrez désormais uniquement sous forme dématérialisée un fichier de type CRM, un fichier compte-rendu métier, qui va contenir le taux à appliquer avec la date d'application, la date d'effet de ce taux. Donc, tout ça, désormais, passe par un système de fichiers. Vous ne recevrez plus de courrier. Vous pourrez bien sûr consulter cette information sur Net Entreprise, mais vous aurez aussi récupération de ce fichier et intégration de ce fichier dans vos logiciels de paie. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces fichiers sont déjà prêts. Vous pourrez donc, à partir de janvier, récupérer ce fichier et l'importer directement dans vos logiciels de paie. Donc, établissement par établissement, vous pourrez intégrer le ou les taux qui sont effectivement disponibles, avec surtout les dates d'effet. Ce système sera, au fur et à mesure, souple, puisqu'on pourra donc faire varier et importer automatiquement tous ces taux, même en cours d'année, si besoin était. Le dispositif a été fait pour qu'il y ait une date d'effet et que, automatiquement, dans les logiciels, cette date d'effet s'applique sur le mois, effectivement, où vous calculez vos paies. Donc, c'est une évolution importante qui n'est pas compliquée, mais qu'il faut bien penser. On va faire une récupération, effectivement, du taux via un fichier de type XML, tout simplement. Autre nouveauté de dispositif d'échange, c'était prévu pour janvier 2020. Ça n'avait pas été mis en place parce qu'il y avait encore beaucoup de tests qui étaient à faire. Et c'est enfin disponible. Vous pourrez, à partir de janvier 2021, faire des DSN d'amorçage. Donc, c'est des DSN événementiels. Un salarié rentre dans votre entreprise. Vous pouvez, à partir de cette rentrée, ce n'est pas obligatoire, mais vous pourrez déclencher une DSN d'amorçage. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, ça va permettre d'informer les caisses de l'embauche de votre nouveau collaborateur et donc de pouvoir lui ouvrir ses droits. Et le deuxième, qui est pas négligeable, c'est que vous aurez en retour de cette déclaration d'amorçage la communication du taux passe qu'il faut lui appliquer. Donc aujourd'hui, on avait effectivement une procédure plus complexe qui était la procédure taux passe, qui était le fait qu'on pouvait envoyer une demande sur un site et de pouvoir récupérer en retour de ce site, effectivement, des GFIP, le taux passe à appliquer. C'était un petit peu lourd parce qu'il y avait un système d'échange de fichiers. Là, enfin, nous rentrons dans un système beaucoup plus classique qui est une déclaration DSN événementielle. Vous générez votre déclaration, vous la transmettez sur cette entreprise et en retour, vous récupérez en retour directement un compte-rendu métier avec le taux à appliquer pour le salarié que vous venez d'embaucher. Donc, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple à partir de janvier. Elle n'est pas obligatoire, cette déclaration événementielle. Elle est faite pour simplement faciliter la vie et l'application de bons taux au niveau de vos salariés embauchés. Autre dispositif d'échange, c'est la fameuse DSN FCTU, qui est une évolution de la fin de contrat de travail. Cette fin de contrat de travail devient désormais une fin de contrat de travail unique. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Eh bien, elle apporte deux choses. Premièrement, elle vient corriger un défaut important, c'est qu'on peut générer donc cette déclaration à tout moment, y compris donc pour le salarié qui est rentré récemment dans l'entreprise. Actuellement, nous avions un trou dans la raquette qui était le suivant, c'est que si vous aviez un salarié qui rentrait et qui sortait quasiment dans le même mois, ce salarié n'était pas connu au niveau effectivement DSN, parce qu'il n'y avait pas eu de première déclaration DSN mensuelle. Et donc, on avait un souci effectivement pour faire une fin de contrat de travail, alors que le salarié faisait juste un passage dans l'entreprise. La FCTU règle ce problème-là, puisque aujourd'hui, vous aurez dans cette déclaration événementielle, même si le salarié n'est pas encore connu au niveau DSN, la possibilité de transmettre cette fin de contrat de travail unique. Elle a un deuxième avantage, c'est qu'elle transmet beaucoup plus d'informations qualitatives à Pôle emploi, c'est-à-dire que le salarié qui va s'inscrire directement ensuite et qui va vouloir faire jouer ses droits aura beaucoup plus de facilité et de rapidité à faire traiter son dossier par Pôle emploi.
Cette DSN FCTU n'est pas en elle-même obligatoire. Les deux normes vont cohabiter effectivement sur 2021. Vous pourrez faire de la FCT ou de la FCTU. Il y a une option effectivement au niveau des logiciels. Moi, je vous encourage fortement à passer sur cette norme-là, puisqu'elle est vraiment beaucoup plus riche et qu'elle résout notamment le cas des entrées-sorties en cours de mois. Venons-en maintenant aux nouveautés sur la DSN mensuelle. Donc, sur la DSN mensuelle, à la norme donc 2021, il y a beaucoup de nouveautés. La première grande nouveauté, c'est que nous avons désormais une déclaration des cotisations URSSAF et MSA en maille individuelle. Aujourd'hui, lorsque vous faites votre déclaration DSN, vous n'avez qu'une maille agrégée, c'est-à-dire que vous avez les globaux de cotisation au niveau de votre établissement. À partir de 2021, nous allons être obligés de désormais envoyer dans la DSN le détail des cotisations URSSAF, salarié par salarié et paye par paye. Donc, nous avons désormais 3 nouveaux segments déclaratifs qui sont le montant de l'assiette de la cotisation, le montant de cotisation et le taux de cotisation. Donc, ces 3 informations nouvelles sont à faire au niveau salarié. Donc, dans les paramétrages aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour toutes les rubriques de calcul URSSAF, il faut définir ce lien avec effectivement les segments déclaratifs, puisqu'on nous demande que chaque salarié ait bien le détail des cotisations qui vont être envoyées dans la DSN. Donc, en l'occurrence ici, si je suis par exemple sur une cotisation URSSAF maladie, maternité, invalidité, décès, eh bien, nous allons envoyer effectivement pour ce calcul de rubrique les 3 éléments, l'assiette, le montant de la cotisation et le taux. Cette déclaration en maille individuelle fait que désormais, vous allez vous retrouver, lorsque l'on va avoir un détail à consulter et à pouvoir imprimer éventuellement, cette cotisation d'assurance maladie qui porte le code 075, vous allez le retrouver avec, vous voyez, son assiette, sa montant de cotisation et son taux. On retrouvera dans la DSN directement les informations, effectivement, détaillées sur le bloc G0081. Nous avons donc de nouveaux codes qui permettent d'identifier chacune des cotisations. C'était déjà quasiment le cas dans le principe de la MSA, ça a été généralisé, donc on a bien un détail qui va permettre notamment à l'URSSAF de bien vérifier que ce que vous déclarez en niveau agrégé correspond bien au niveau effectivement de la somme des déclarations individuelles. Donc attention à ça, le taux de chaque cotisation est désormais bien déclaré en maille individuelle, il ne va pas falloir se tromper. La deuxième conséquence de ça, elle est importante, c'est sur la notion de correction de cotisation. C'est-à-dire que désormais, lorsque vous voulez faire une correction de cotisation, parce que vous vous êtes trompé soit sur un taux, soit sur une base, soit sur une assiette, eh bien, il faudra le faire dans une logique de annuler-remplace. Ça voudra dire effectivement qu'on va automatiquement, lorsque vous ferez une correction, créer 2 rubriques, une rubrique d'annulation et une rubrique de remplacement. Sur la rubrique d'annulation, on ne transmettra pas le taux, bien sûr, parce que sinon, effectivement, on aurait un cumul des taux qui ne serait pas bon. Par contre, dans la rubrique de remplacement, on transmettra le bon taux. Si c'est un changement de taux, bien sûr, on retransmettra le bon taux. Donc, ça a une conséquence, cette histoire, c'est que vous ne devrez désormais plus faire de régularisation que en annuler-remplace sur toutes les rubriques d'URSSAF notamment. Donc, c'est juste une prise de conscience qu'il faudra bien faire attention à ces régularisations. Autre évolution importante de la norme 2021, cela concerne effectivement, bien sûr, les impôts, la DGFiP, qui fait 2 grandes modifications. La première concerne la prise en compte des heures supplémentaires et la deuxième concerne les régularisations. Il y a une faute de frappe, il faudra que je corrige tout ça. Donc, c'est bien les régularisations. La prise en compte, effectivement, de ces heures supplémentaires impacte, en fin de compte, 3 segments déclaratifs
Le premier segment, c'est la rémunération imposable, puisqu'on intégrera désormais à partir de 2021 le montant net des heures supplémentaires. Exo ou pas exo, tout rentre bien sûr dans cette rémunération imposable. Avec cette notion de rémunération imposable, ça change aussi bien sûr le montant net versé. Ce montant net versé va prendre en compte aussi l'exonération des heures supplémentaires de la CRDS. Il faut bien sûr qu'il y ait un impact par rapport effectivement à ce que je viens de dire juste avant. Et enfin, vous aurez à déclarer effectivement le montant de la rémunération, dans le montant de la rémunération, l'exonération des heures supplémentaires avec un énuméré à part, qui est l'énuméré 026. Et celui-ci, on va le retrouver dans le DSN montant rémunération, toujours effectivement pour la DGFiP. Donc, ces trois segments déclaratifs sont impactés par les heures supplémentaires. À côté de ça, désormais, lorsqu'il y a des régularisations, l'administration veut aussi connaître les montants erronés du mois de l'erreur. Lorsqu'on est régularisé, jusqu'à présent, on indiquait effectivement la régularisation qu'on appliquait, mais on n'indiquait pas les éléments et le mois de l'erreur. Et bien sûr, la nouvelle norme 2021, vous avez donc un segment qui est le 56, avec trois déclinaisons, 013, 014 et 015, qui vont servir à déclarer les éléments du montant erroné du mois de l'erreur. Donc, c'est une évolution simplement de la norme qui est en plus. Et lorsque vous faites des régularisations du prélèvement à la source, automatiquement, vous verrez que ces segments seront alimentés, si besoin. Donc, lorsque vous ferez une DSN, vous aurez effectivement désormais sur cette partie rémunération les fameux segments codés 026 qui vous donnera le montant des heures supplémentaires exonérées pour chaque mois, donc en l'occurrence par exemple sur janvier 2021. Et il y a un cas particulier, c'est que dans la norme de 2021, on accepte que vous puissiez faire une déclaration globale de tout ce qui s'est passé sur l'année 2021, donc le montant global des heures supplémentaires exonérées pour 2021. Et pour pouvoir faire cette déclaration sur janvier, alors que ça concerne toute une année, ils ont fait, en fin de compte, une opération un peu particulière, c'est qu'ils vous permettent de créer une période fictive, qui est une période qui est marquée 07-01-2020 au 07-12-2020. Et le fait de créer cette période fictive fait que, automatiquement, l'administration comprendra que ce que vous déclarez là est une déclaration annuelle globale. Cette notion, effectivement, de période fictive permet simplement de rattraper le coût sur le montant des heures supplémentaires exonérées sur 2020, si besoin était. Donc, si vous avez eu des heures supplémentaires exonérées, vous pouvez les déclarer d'une manière globale sur toute l'année 2020. Autre nouveauté importante, parce qu'elle a des impacts quand même importants pour vous, c'est que nous avons un nouveau bloc déclaratif qu'on appelle le bloc 12, qui est présent désormais dans les DSN d'amorçage et les DSN mensuels, et qui permet donc de communiquer vos coordonnées bancaires d'établissement, puisque vous savez que la DSN est par établissement, pour percevoir toute aide attribuée par les organismes de protection sociale et l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement, celle qui sert pour payer l'activité partielle. Donc c'est important, parce que si vous souhaitez effectivement avoir un paiement rapide et un paiement automatique, eh bien vous avez à communiquer vos coordonnées bancaires, celles que vous souhaitez de l'établissement, avec simplement le type d'usage, le BIC et l'IBAN, et vous recevrez donc les aides en retour directement sur ce compte bancaire, qui est donc effectivement à déclarer dans ce bloc déclaratif numéro 12. Ça concerne uniquement la partie des aides d'amorçage, puisqu'on pourrait avoir des aides liées à l'embauche d'un nouveau salarié et des DSN mensuels, puisque vous savez qu'à partir des déclarations, normalement, on devrait à terme avoir les paiements automatiques et on devrait ne plus avoir normalement recours d'ici quelques temps à la fameuse déclaration que l'on fait sur le site de l'ASP. Autre point et rappel sur l'égalité femmes-hommes, je vais vous rappeler simplement que avant le 1er mars de cette année, comme désormais tous les ans,
il faut que, si vous êtes une entreprise de 50 salariés ou plus, faire votre déclaration de l'index égalité femmes-hommes. D'abord, il faut le calculer à partir des données de l'année N-1, donc de 2020, et faire cette déclaration avant le 1er mars, en interne auprès du CSE et sur votre site Internet, et auprès de l'administration, bien sûr. Le rappel, c'est que vous devez toujours obtenir une note minimale de 75, en dessous de laquelle, si vous n'êtes pas à ce niveau, vous serez obligé de mettre en place des mesures et un plan de transition de 3 ans pour retrouver cette égalité femmes-hommes. Si vous êtes au-dessus de 75 et plus, pas de problème. Vous êtes dans les clous, dans la norme obligatoire. Il n'y a pas de changement pour cette année sur les critères. Les critères restent les mêmes, les seuils restent les mêmes. Simplement, je voulais vous rappeler que si vous êtes une entreprise de plus de 50 ou de plus de 300, puisqu'il y a 2 types de tableaux qu'on peut faire, vous êtes tenu de calculer et de publier votre index à ce niveau-là. Juste pour vous rappeler que cet index fait partie effectivement des documents, des tableaux à produire pour la BDES, et que nous vous proposons, bien sûr, chez Alticap, une solution qui s'appelle Only Report Pay, qui permet de générer ces tableaux de reporting BDES, et notamment, bien sûr, le tableau d'égalité femmes-hommes. C'est un tableau que vous générez sous Excel à partir des données que l'on exporte, que l'on récupère de votre paye, que vous pouvez d'ailleurs contrôler, vérifier avant de publier votre index. Pour finir, quelques infos à connaître que je voulais partager avec vous. La première information, c'est quelques brefs sur des valeurs que l'on a, ou des informations de date que l'on a glanées à droite à gauche. A priori, donc, le plafond de sécurité sociale reste inchangé en 2021, donc il reste sur une base de 3 428 € mensuels. Et de fait, ils ont prévu de modifier l'article L241.3 du Code de la sécurité sociale pour indiquer désormais que le plafond sécurité sociale ne pourra pas être inférieur d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir sur un plafond plus bas, même si les rémunérations moyennes en France ont baissé. Il y avait un petit trou dans la raquette, puisque chaque année, normalement, ce plafond augmentait, puisqu'il était lié à la moyenne des rémunérations. Cette année, effectivement, en 2020, est une année un peu particulière, et de ce fait, ils vont modifier l'article du Code de la sécurité sociale pour garantir qu'au minimum, tous les ans, le plafond ne pourra pas descendre s'il a été déjà porté à un niveau X. Deuxième point important, c'est que le SMIC ne devrait pas être revalorisé. Donc là, je parle conditionnel, puisque à ce jour, sauf cas d'exception, on devrait rester sur la même valeur de SMIC que celle de 2020. Il y a une certaine stagnation, effectivement, à ce niveau-là. Autre point important, puisqu'on en avait préparlé, on en avait effectivement fait un petit peu des échanges là-dessus, sur le fameux bonus-malus sur l'assurance chômage. On devait effectivement avoir un système qui, en fonction du taux de rotation des salariés, soit favorable ou défavorable au niveau de l'employeur. Eh bien, ce bonus-malus a été cassé pour vice de forme, puisqu'en fin de compte, dans la procédure, il faut obligatoirement que le gouvernement passe par un décret. C'est une obligation. Et donc, ça doit être le Conseil d'État qui a dû casser effectivement ce système-là pour vice de forme. Le gouvernement est en train de replancher dessus pour reproposer ça en 2022. Donc, nous avons encore une année devant nous, j'allais dire de tranquillité, parce que ce système de bonus-malus ne sera pas simple à mettre en place. Le report au 30 juin, vous avez plusieurs éléments qui sont reportés. La première concerne la date limite de validation et de conversion des heures DIF en monnaie sur le compte personnel de formation. Je vous réinvite à communiquer auprès de vos salariés pour que les heures DIF soient indiquées et qu'elles soient converties automatiquement. Il faut que chaque salarié aille sur son compte personnel de formation pour faire cette validation et cette conversion. Cette validation nécessite désormais qu'on communique un document, on télécharge un document effectivement prouvant que chaque salarié a bien effectivement ce nombre d'heures acquis. C'est une démarche volontaire de chaque salarié. Si cette démarche n'est pas faite avant le 30 juin, les heures, malheureusement, de DIF seront perdues. Il y a aussi donc un report de la date limite de réalisation des entretiens
individuelle, et aussi date limite de réalisation du bilan professionnel au bout de 6 ans, qui sont ici reportés pour cette cause de crise sanitaire au 30 juin de l'année prochaine. Là aussi, il faut bien sûr profiter de ce temps, mais ne pas dépasser cette date du 30 juin. Et enfin, on nous annonce aussi une revalorisation de 0,2% du barème PASS, le fameux barème qui sert au calcul du taux neutre, parce qu'on n'a pas de connaissance du taux pour un salarié. Ça porte donc la première tranche à 1 420 €. En dessous de cette tranche, il n'y a pas d'impôt. Au-dessus, il y a des tranches qui ont été revalorisées, tout simplement, assez faiblement, de 0,2. Autre point important que je voulais partager avec vous ce matin, c'est une évolution sur Sage Direct. À côté donc du logiciel SagePay et du module DS, vous pouvez peut-être encore utiliser Sage Direct au niveau effectivement de votre entreprise. Sage Direct peut être utilisé à la fois pour le domaine comptable, pour la partie notamment déclaration TVA. Elle peut être utilisée pour la partie fiscale, notamment pour la partie des états comptables et fiscaux. Ça peut être utilisé aussi pour vos services bancaires, pour récupérer ou télétransmettre des données bancaires, des fichiers bancaires. Et ça peut être aussi utilisé par vous-même pour notamment transmettre des DSN ou une DPAE. Eh bien, Sage a décidé de moderniser ce système d'échange de données en remettant en fait de compte en place plutôt, tout un système déclaratif qui est désormais basé sur une authentification personnelle. Sur Sage Direct aujourd'hui, vous êtes en authentification entreprise, c'est-à-dire que vous avez un identifiant client unique que l'on rentrait généralement une fois pour toutes, et une fois qu'il était rentré, tous ceux qui utilisaient Sage Direct utilisaient le même compte, entre guillemets, qui était un compte d'identifiant unique. À partir du 31 mars prochain, attention, cette date a été décalée, elle était annoncée au 31 janvier, puis elle a été décalée pour des questions de facilité. Donc, à partir du 31 mars prochain, vous ne pourrez plus utiliser Sage Direct avec l'identifiant client unique. Vous serez obligé d'utiliser ce qu'on appelle une authentification personnelle avec un compte Sage ID, c'est-à-dire que chaque utilisateur devra avoir son propre compte d'utilisation, effectivement, de Sage Direct. Ça ne change en rien l'utilisation du programme Sage Direct, simplement, c'est le mode de connexion, d'authentification qui change. On passe d'un système de code unique à un système d'authentification personnelle. Donc, on peut vous accompagner, bien sûr, pour mettre en place tout ça. Ça permet aussi de bien vérifier dans votre entreprise qui a droit à quoi. Mais j'insiste aussi lourdement sur le fait, effectivement, c'est que ça concerne tous les collaborateurs d'entreprise qui utilisent Sage Direct. Ça peut être le comptable, ça peut être le directeur, ça peut être une assistante, ça peut être vous-même. Attention, nous avons que jusqu'au 31 mars pour mettre en place cette authentification personnelle à travers ce qu'on appelle un compte Sage ID. Un compte Sage ID, c'est quoi? C'est votre adresse mail, à vous, personnelle, plus votre mot de passe personnel qui vous permet de gérer ça. Donc, derrière cette authentification, il y a généralement une notion d'administration. Il y a une personne dans l'entreprise ou plusieurs personnes qui ont des droits d'administration et qui peuvent donner des droits à chaque utilisateur dans l'entreprise. Donc, c'est un système un peu plus sécurisé, un peu plus sûr qu'un simple identifiant unique que Sage propose à ce niveau-là. Voilà, dernière information que je voulais aussi partager avec vous, c'est que nous pouvons, avec cette version 3.10 qui vient de sortir côté Sage et la version de mise à jour de Cegid, nous pouvons effectivement planifier les prestations en 2 temps. À partir de décembre, on peut mettre en place effectivement toute la partie dont je vous ai parlé des contrôles 2020 et la mise en place des paramétrages DSN 2021. Les paramétrages DSN 2021, on peut déjà mettre en place, bien sûr, tout ce qui concerne la DSN événementielle, que ce soit l'amorçage ou la partie, FCTU. On peut mettre en place tout le déclaratif URSSAF, puisque vous avez vu que c'est une grosse évolution en termes de déclaration individuelle désormais des cotisations et non plus agrégée. Tous ces éléments-là, on peut les mettre en place avec la version 3.10 d'un côté ou la version Cegid de l'autre. Deuxième temps d'intervention, c'est à partir de janvier. On peut là aussi vous accompagner pour mettre en place les nouvelles valeurs sociales pour celles qui auront changé. Je pense au taux
éventuellement au SMIC s'il est revalorisé, et les derniers paramétrages de DSN, puisque vous savez qu'il y aura donc effectivement, notamment peut-être encore quelques évolutions sur l'activité partielle et sur le prélèvement à la source. J'insiste lourdement sur le côté prélèvement à la source. On ne peut mettre en place ces nouveautés DGFiP qu'à partir de janvier, qu'à partir du moment où vous aurez clôturé décembre et qu'on pourra donc effectivement mettre à jour ce que nous demande effectivement la DGFiP. Les paramétrages DGFiP ne sont possibles qu'à partir de janvier ouvert. On ne peut pas le faire avant puisque le système est un système mensuel et il faut le déclarer que sur janvier. Voilà, je vais vous remercier pour votre écoute. Je vais vous prévenir que ce document, ce support que j'ai utilisé vous sera envoyé par mail. Vous allez recevoir un mail vous demandant à répondre à une enquête de satisfaction et puis on vous renverra bien sûr en retour cet élément-là. Et puis, dans cette période un petit peu compliquée que l'on vit encore, je voulais quand même associer toute l'équipe Alticap pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et puis espérer que nous allons connaître une année 2021 un petit peu plus sereine que celle que nous venons de passer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, messieurs, dames. Au plaisir. Au revoir.